passer aux médias, je vais inviter Monsieur Nafali Chouï-Kondé, si j'ai bien noté. Il est de la Direction nationale de l'alphabétisation, de l'éducation non formelle et de la promotion des langues. Monsieur Kondé sera suivi pour mettre fin à la partie intervention du milieu académique à l'intervention du professeur Moussa Diop de la faculté des sciences humaines et sociales de l'Université nationale Condé de son collègue. Vous avez la parole pour 10 minutes, M. Kondé. Mesdames, Messieurs, l'honorable président du CNT, Mesdames et Messieurs, les honorables conseillers et conseillères du CNT, Messieurs les représentants du monde académique, de la jeunesse et de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui dans cette salle qui va marquer, si vous le voulez bien, une note indélébile dans l'histoire de notre nation. Moi, j'attendais depuis plusieurs années ce moment et soyez-en sûrs, c'est l'un des moments les plus importants car chacun sera mis devant sa responsabilité et personne ne dira non puisqu'il n'était pas informé. Je voulais être là en tant que conseiller comme vous, mais l'État a jugé nécessaire de me nommer à la Direction nationale de l'alphabétisation, de l'éducation non formelle et de la promotion des langues nationales. Personnellement, je capitalise 20 ans dans la promotion des langues nationales au niveau de la société civile et des organisations non gouvernementales. Cette transition, dit-on, est le pouvoir des jeunes. Du chef de l'État au planton, les jeunes occupent la majeure partie des postes de responsabilité. Nous avons, notre génération, sollicité depuis longtemps le rajeunissement de cette administration. Maintenant, grâce à la bienveillance du chef de l'État, l'administration est rajeunie. C'est cette génération qui gouverne le pays. Nous avons désormais la voix au chapitre et nous pouvons vraiment nous faire entendre. Dans ce cas, nous porterons, nous tous, la responsabilité de la réussite de cette transition. Nous ne devons donc pas, nous qui avons bénéficié de la confiance du peuple et du chef de l'État, de trahir la confiance qui nous a été placée. Vous, les conseillers, vous avez doublement eu la confiance, non seulement du peuple, mais aussi des autorités. Pour ce faire, vous portez l'espoir de toute la nation, notamment la jeunesse, doter le pays d'une constitution qui aura raison de parler d'elle dans le temps et dans l'espace. Sachez que nous sommes tous candidats devant le tribunal de l'histoire. J'ai pris Dieu qui nous favorise la réussite de cette transition. Mais la réussite ne tombera pas du ciel. Elle dépendra de la bienveillance des uns et des autres. Elle demande à ce que chacun cède à ses idéaux pour composer avec l'intérêt général. Elle consiste à débrasser les questions techniques légitimes des intérêts politiques absurdes. Pour être honnête, depuis la Première République, la Guinée n'a pas une réelle politique linguistique. Ce qui est incroyable, c'est que nos langues n'ont aucun statut juridique dans les constitutions passées. Quelle aberration, dit-on. Nous chantons sur toutes les toiles que nous sommes souverains, que nous avons une histoire, une civilisation, une culture, bref, une identité. Cependant, nos intellectuels prouvent que nos langues ne sont pas capables à traduire les concepts scientifiques, techniques et technologiques. Donc, il n'est pas opportun de leur donner un statut juridique et de l'insérer dans le système éducatif national. Cet anathème est une insulte. En notre honneur, la langue et la raison sont les deux éléments qui distinguent les hommes des animaux. Elle est le véhicule des connaissances et des échanges. Si les nôtres ne sont pas capables de traduire les connaissances utiles à notre épanouissement, cela veut dire tout simplement que l'idée d'une Afrique sans civilisation est en fait une réalité. Il ne sert à rien que nous avons une civilisation si tous les indicateurs sur notre culture sont au rouge.
ou si nous ne pouvons pas exprimer notre identité à travers nos langues. À entendre certains de nos concitoyens, il faut faire table rase des langues africaines et les remplacer par les langues d'expression occidentales. Kabako, Doli Sana, Aniso Kuntremela. Le plus grand paradoxe, c'est que ce sont les intellectuels qui sont opposés à l'officialisation des langues nationales, eux qui devaient pourtant apporter la lumière à notre peuple, nous plongent dans les ténèbres. Peut-on attendre quelque chose de ceux qui prétendent nous maintenir dans le code de Napoléon, une nation ou un peuple qui vit selon les codes d'une nation étrangère est en réalité une nation sans avenir? À moins qu'on nous démontre par des preuves tangibles que nous avions des lois, des règlements et des principes qui régissaient le rapport entre nos ancêtres et qu'ils étaient capables de communiquer avec des corps cohérents. Chers honorables, pouvez-vous accepter une telle injure en notre encontre? Je crois que non. En tout cas, l'argument de la diversité linguistique comme cause de la malentente du peuple ne tient pas. Elle ne tient pas parce que la diversité linguistique ne compromet pas l'entente du peuple. Le cas de l'Inde, de la Suisse, du Canada en sont une illustration. Toute communauté linguistique ne garantit pas l'entente du peuple. La Somalie a une seule communauté, une seule langue, une seule religion. Mais cela ne leur a pas empêché le conflit civil. Avec ce regain de la revendication identitaire de la jeunesse africaine, le nombre d'apprenants de nos langues va en croissant. Ils sont en majorité des intellectuels, diplômés des universités. Ici et d'ailleurs, ils auront un jour le pouvoir de décision et leur période de gloire pour inverser les tendances en donnant à nos pays sa vraie identité et les moyens de son progrès. Que vous le fassiez ou pas, il sera fait, soyez-en sûrs. Mais si vous le faites, ce sera un grand honneur pour vous et votre descendant parce que vous avez contribué à une épopée glorieuse. Ce que je peux vous rassurer, c'est l'aptitude de nos langues à traduire tout ce qui est du domaine de la connaissance humaine avec des millions de livres édités dans nos langues. Nous avons des ouvrages d'astronomie, d'architecture, d'informatique, de philosophie, de médecine, de mathématiques, de physique, de chimie. Nos langues sont un outil indispensable sur lequel nous devons promouvoir le véritable développement fondé sur le savoir lire et écrire. Après plus de 100 ans d'expérience sur l'enseignement du français dans nos écoles, il n'a pas pu répondre à nos attentes dans le domaine de l'éducation formelle et non formelle. Une preuve tangible que nos langues sont incontournables pour l'éducation des enfants et la formation des adultes aux connaissances nécessaires à leur épanouissement. Pour le progrès économique, social et culturel de notre pays, nos langues ont un important rôle à jouer. Le retard de notre pays est lié en réalité à l'ignorance et à l'analphabétisme de notre peuple. Selon l'Institut national de la statistique, RGPH 2014, le taux d'alphabétisation est de 32,0%. Soit 68% des Guinéens ne cherchent ni lire ni écrire dans aucune langue ou dans aucun système de culture. D'après le classement du World Population Review de l'UNESCO, en 2020, la Guinée fait partie des 5 pays africains ayant les plus faibles taux d'alphabétisation. Et ce n'est pas honorable, nous sommes au même rang que la Somalie, que le Soudan du Sud, que le Tchad, des pays qui sont en guerre. Alors que pendant les 20 premières années de notre indépendance, nous caracolions en tête des 10 pays les plus alphabétisés d'Afrique. Avec un tel chiffre, comment exploiter la réussite de la refondation de notre pays, endiguer la corruption et l'injustice, lutter contre la pauvreté si la majorité de la population n'a aucune connaissance sur le mécanisme de fonctionnement de sa collectivité et du fonctionnement des institutions de son pays. Par ailleurs, la Guinée a besoin de citoyens honnêtes et instruits, capables de poser des questions de rédivabilité à ses dirigeants. Et puisque l'expérience nous a montré que l'éducation formelle à elle seule ne suffit pas, il faudra donc, en plus des langues d'expression étrangères, ajouter nos langues nationales pour en faire des préoccupations essentielles. 2 expériences de bilinguisme scolaire sont actuellement utilisées en Guinée. Il y a l'expérience non étatique. Dans 30 écoles primaires élémentaires, un cours français en République de Guinée. Il y a l'expérience étatique, une initiative appelée Élan Africa, 10 écoles primaires qui expérimentent le socio-cuit avec le français dans la préfecture de Kenya. Et les premiers résultats de ces expériences sont vraiment encourageants à aller vers l'enseignement, la généralisation de l'enseignement à l'école primaire. Pour finir, honorable conseiller, vous êtes face à l'histoire. L'avenir de notre pays est entre vous-mêmes, il est suspendu à vos votes en faveur des langues nationales.
Voter l'officialisation d'une langue pour notre souveraineté. Voter pour lutter contre la pauvreté à travers l'alphabétisation. Voter nos langues, c'est voter en faveur de la pérennisation de nos cultures. Permettez-moi en conclusion de revenir sur les recommandations. 1. Ériger en langue officielle à côté du français au moins les 8 des principales langues nationales du pays. Et il faut les citer nommément à travers un article linguistique et non les dire globalement comme ça que les langues nationales sont officielles. Il faut les citer. 2. Dans le code des collectivités locales, donner la compétence linguistique aux communes urbaines et rurales de notre pays. C'est-à-dire que la langue locale majoritairement parlée dans la dite commune urbaine ou rurale soit la langue officielle à côté du français dans cette commune. 3. Élaborer une loi organique portant orientation linguistique de la République de Guinée, si celle-ci n'existe pas, heureusement que l'IRLA est là. Cette loi déterminera les modalités et les conditions fixant le statut juridique de ces langues. C'est-à-dire la Constitution peut parler en grosso modo, mais une loi organique viendra donner maintenant les détails de l'aménagement linguistique. J'attire la haute attention de nos conseillers d'interpeller le gouvernement pour faire une enquête socio-linguistique en République de Guinée, pour faire la cartographie linguistique. Parce que si ce n'est pas fait, il n'y aura pas d'aménagement scolaire et or, le recensement général de la population et de l'habitat, les questionnaires ne tiennent pas compte de toutes les données linguistiques. Donc, ça c'est un rappel. Donc, utiliser les alphabets nationaux comme le système d'écriture Ngo, le Korosebeli, l'alphabet Adam, en plus de l'alphabet national codifié par l'ELA, pour maximiser toutes les chances d'alphabétiser la population de la République de Guinée. Enfin, au niveau de l'exécutif, créer soit un ministère de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, ou soit créer une agence nationale très puissante qui va allier les entreprises, les universitaires, en un mot les ONG, afin que la lutte contre l'analphabétisme revienne. On peut libérer un pays avec une population analphabète, mais on ne peut pas développer un pays avec une population analphabète. Ici, vous êtes nos représentants, vous portez nos voix, alors ne nous trahissez pas. Je vous remercie. Qui fait le seul à se tenir debout. On comprend. En effet, nous avons été très honorés par cette autre représentation. D'ailleurs, sans sortir sur le périmètre de neutralité, je vais venir à la porte en disant que ceux qui nous ont présenté des communications sur la promotion des langues et des écritures propres ont été d'une éloquence vivement appréciée par les conseillers nationaux. Je crois qu'il est important de couper la chaîne de la néocolonisation linguistique. C'est extrêmement important. Il faut sortir de ce complexe parce que si on doit apprendre à lire, à écrire à toute la population guinéenne en français, il faut que tout le monde aille à l'école. Et apprendre une langue étrangère dans un contexte complexe, imaginez ce que ça fait comme difficulté. Mais s'il faut alphabétiser toute la population guinéenne dans une langue dominante de sa région, je pense que c'est plus facile et aisé, ça prend moins de temps que de le faire en français. Et convenez avec moi, tant qu'on n'inverse pas la courbe de l'analphabétisation, de l'analphabétisme pour être concret, on ne peut pas être un peuple soumis au travail, un peuple qui comprendra les enjeux et les défis du développement. Ça rime avec l'alphabétisation. Donc je crois, je ne suis pas en train de faire un plaidoyer spécial, mais nous devons être à mesure de nous assumer au bon moment
par rapport à la question des langues. Oui, nous sommes suffisamment bien sensibilisés sur le pourquoi, c'est pertinent des argumentaires, le comment nous avons également des informations, mais nous devons affiner la stratégie et le processus pour prendre une décision en connaissance des causes. Merci à tous ces intervenants. J'invite pour mettre fin à cette première séquence le professeur Moustapha Diop, faculté des sciences humaines et sociales. Ma foi, l'intervention est venue en retard, mais les questions humaines, les questions relatives aux sciences humaines et sociales sont importantes quand on parle de débat sur la Constitution. Il faut que le débat juridique pur et dur soit nuancé par une contribution des sciences humaines, sociales et des sciences politiques. C'est extrêmement important. Mais des autres sciences, les sciences de l'éducation. Et nous voulons la parole, professeur, pour votre intervention. Merci, Monsieur le Président, honorable Dansel Roman. Merci exceptionnellement de nous avoir donné la parole.